tenir les rênes d'un groupe. Et on verra tout à l'heure lors de la table ronde, ce que l'on entend par groupe, c'est excessivement difficile, parce qu'un groupe individuellement peut être très intelligent et collectivement très stupide. Alors, management, j'en parlais à Thierry tout à l'heure. Vous allez sur Amazon, vous tapez management, vous allez trouver des centaines de livres. Je me suis amusé à aller regarder sur Compte Expert. Compte Expert, vous avez 108 études. Alors là, vous avez tout, hein, des études, des livres, tout ce que vous voulez. 108. Alors si vous ne savez pas quoi faire ou quoi offrir pour les vacances de Noël, c'est bien. Vous avez l'observatoire, alors avec des résultats tout à fait surprenants. Donc là, à chaque fois que vous voyez un petit signe, je ne sais pas si j'ai une lumière, enfin bon, le petit signe là, c'est que vous pouvez télécharger. Hein. Alors ce support est en ligne, il le restera, et donc évidemment, il vous suffira de scanner le QR code initial ou d'avoir l'adresse pour y aller. Et donc avec des résultats surprenants, si vous voulez, par exemple, 70% des experts comptables stagiaires considèrent dans cette étude de 2021-2022, par exemple, que le cabinet ne correspond ni à leurs attentes ni à l'évolution de la profession. Alors je vais vous dire, j'ai horreur des études. Voilà, j'ai horreur des études parce qu'on a envie d'aller se noyer dans le gars du coin. Je rappelle toujours une chose, c'est qu'une étude, c'est une moyenne. D'accord ? Et donc, il faut faire attention à ne pas généraliser. Vous savez très bien, notamment en management, comme dans l'éducation, que ce qui peut marcher avec l'un ne va pas marcher avec l'autre. Donc, si c'était si simple que ça, tout le monde le ferait. Donc, on est face à l'humain, et c'est cet être humain qui explique pourquoi c'est si difficile. Tout à l'heure, Frédéric nous citait quelque chose du XVIIIe siècle. Alors, je trouvais ça très intéressant, et j'ai été rechercher une citation que j'avais lue, mais dont je ne me souvenais pas, donc j'attrape mes yeux. Voilà la citation. Avant, les événements qui se déroulaient dans le monde n'étaient pas liés entre eux. Depuis, ils sont tous dépendants les uns des autres. Donc cette fameuse interconnexion, interdépendance dont tout le monde parle. Alors vous pourriez dire, oulala, ça c'est récent. Ben pas du tout, c'est l'historien grec Polybe du IIe siècle avant Jésus-Christ qui le disait. Donc on n'est pas sur franchement quelque chose de nouveau. Alors il y a des facteurs aggravants si vous voulez, mais je me méfie toujours, il paraît que les gens qui disent que les choses s'accélèrent ont tendance à vieillir. Donc je m'abstiens si vous voulez de dire que les choses évoluent trop vite. Bon, merci à tous ceux qui ont répondu à l'enquête. On est en plein dans le sujet, puisque j'ai fait un nuage de mots sur cette enquête, je reviendrai dessus ultérieurement dans les ateliers ou dans les restitutions, et effectivement, il y a un mot parmi d'autres qui ressort, c'est notamment le mot transformation. Voilà, donc on est sur une problématique de transformation. Comment on va transformer la GC, ou continuer à la transformer, soyons nuancés, par rapport aux grands défis qui se présentent à elle, que sont ce défi digital, mais également ce défi concurrentiel, donc marketing commercial, et bien évidemment le défi managérial. Alors, j'ai choisi de le traiter en trois parties, avec toujours deux objectifs en tête. D'abord, ce que je vous dis à vous, je pourrais très bien le dire à vos adhérents. Donc ce que je vous dis, vous pourriez le dire à vos adhérents. Pourquoi ? Tout simplement parce que la GC est une entreprise. Voilà. Et que comme une entreprise, vous avez vos problématiques qui sont finalement celles de vos adhérents, et mieux on comprend ça, mieux on est capable de les accompagner. Puis la deuxième chose, c'est que je vais rester très pratico-pratique. Je vous le dis, j'ai choisi un métier de feignant, je suis un observateur, et donc j'essaye de comprendre ce qui marche chez certains, qui ne marche pas chez d'autres, et donc j'essaye ensuite de vous le retransmettre. Pour moi, une entreprise, c'est très simple, c'est une chaise, peut-être un tabouret, là j'ai un livre où c'est un tabouret, mais c'est une chaise. J'aurais pu comparer ça à un corps humain. Dans un corps humain, vous avez des organes vitaux, d'accord ? Vous avez un cœur, vous avez des poumons, vous avez un foie, etc. Vous savez comme moi que ça ne sert pas à grand-chose d'aller courir ce matin, ce qui n'enlève aucun mérite à ceux qui l'ont fait, et à ceux qui l'ont fait ce matin. Mais ça ne sert à rien d'aller courir 1 heure, 1 heure et demie le matin pour aller se muscler son petit cœur si c'est pour revenir et s'avaler une bouteille de whisky et se fumer un paquet de cigarettes. Je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Ils ont droit, ou elles ont le droit de le faire, c'est leur problème. Et c'est tant mieux comme ça, mais on sait que sur le long terme, ça ne va pas le faire. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que dans une entreprise, vous avez également des organes vitaux, des fonctions vitales. Et on pourrait, par exemple, en lister 6, c'est pour ça que j'ai pris la métaphore de la chaise, avec le dossier pour le pilotage, l'assise pour l'organisation. Comment est-ce que votre entreprise fonctionne sans que vous soyez là du matin jusqu'au soir? Vous savez ce qu'on dit d'un bon manager, c'est qu'un bon manager sait se rendre inutile. Donc, un manager qui est là, omniprésent, est par définition un manager qui n'est pas efficace. Et puis après, vous avez ces 4 pieds opérationnels que sont, bien évidemment, le commercial, comment vous générez du chiffre d'affaires, la production, comment vous livrez ce que vous avez vendu, pas moins, bien sûr, et en termes de gestion, qu'est-ce qui reste en termes de rentabilité et trésorerie. Et puis le quatrième pied qui est comment
comment vous gérez cette ressource qui est quand même essentielle, qui est donc les RH. Et je vous pose la question, est-ce que dans votre AGC, ces 4 pieds sont de taille égale? Et si votre réponse honnête est pas tout à fait, je vous invite à vous asseoir sur une chaise dont les 4 pieds sont de taille inégale. Reconnaissez que l'équilibre sera un petit peu précaire. Voilà. Donc, dans certaines structures, certainement pas les vôtres, bien sûr, hein, mais dans certaines structures, cabinets, disons, hein, allez, on va leur envoyer un peu de poudre. Et dans certains cabinets, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction de production qui est hypertrophiée, qui cannibalise complètement la gouvernance, c'est-à-dire parfois le seul expert comptable, avec d'autres pieds qui sont totalement atrophiés, pied commercial, pied gestion, pied RH, ce sont les mêmes qui disent qu'aujourd'hui on ne peut pas compter sur les salariés, blablabla, etc., qui sont en total burn-out, car je vous renvoie à l'étude de Damarok, de l'Observatoire Amarok de Montpellier, qui s'intéresse à la santé physique et mentale des TNS, qui s'était aperçu qu'avec le confinement et le Covid et le confinement, les TNS en état d'épuisement a été multipliés par 2, passant de 9 à 18%. Dans une moyenne, les mathématiques nous ont appris qu'il y avait toujours des extrêmes. L'extrême, malheureusement, sans surprise, ce sont les agriculteurs, à 35%. Lorsque vous avez 3 agriculteurs en face de vous, vous pouvez postuler, à tort parfois, heureusement, qu'il y en a un sur 3 qui est en état d'épuisement professionnel. Mais comme les experts comptables aiment bien les podiums, ils ne sont pas très loin, ils sont à 30,2%. Donc quand moi j'ai une conférence devant 100 experts comptables, je pars du postulat discret, hein, je ne l'annonce pas comme ça, mais il y en a une trentaine donc qui sont en état d'épuisement professionnel et personnel, et sur le terrain c'est effectivement ce que je constate. Alors, effectivement, on peut, si vous voulez, se prendre la tête hein, et se dire, ça commence à devenir compliqué cette histoire. Voilà. Entre les problématiques digitales, réglementaires, culturelles, concurrentielles, etc., dans quel monde vivons-nous? Voilà. Eh bien, moi, je n'aime pas cette théorie. Je préfère regarder le verre moitié plein plutôt que moitié vide. Je vous rappelle que vous avez des problèmes de riches. D'accord? Vous avez des problèmes de riches. Pourquoi? Parce que personne n'est aussi bien positionné auprès de l'entreprise que vous ne l'êtes. Et je vous mets au défi de me citer un autre prestataire. Vous êtes chez l'adhérent. Vous n'êtes pas dans l'armoire à balai, hein. Non, vous êtes à sa droite ou à sa gauche, selon les affinités, d'accord? Vous avez un parcours pluridisciplinaire. Nous ne sommes pas experts de tout, mais nous sommes experts du tout. Et c'était ma métaphore du chef d'orchestre tout à l'heure. Un chef d'orchestre n'est pas virtuose de la trentaine d'instruments de musique, mais il est virtuose de sa capacité à faire jouer les quelques 80 musiciens en piano. Et c'est ça que vous êtes. Et ça tombe bien parce que le marché est demandeur. Les besoins du marché sont pléthoriques. Regardez les études de l'ordre. Tous les 2 ans, on interviewe un millier de dirigeants. Quels sont vos besoins? À 80%, je veux l'information fiscale, sociale, juridique. À 65%, 2 fois sur 3, je veux une information de gestion qui me permet d'avoir une meilleure visibilité, qui me permet d'améliorer mon aide à la décision. À 48%, je veux du conseil patrimonial, savoir où j'en suis vis-à-vis de ma retraite, etc. Donc, les besoins sont pléthoriques. Qui d'autre que vous peut faire cela? Alors, vous pouvez me citer, si, il y a les avocats. Non, les avocats, c'est ponctuel, c'est très focalisé. Le notaire, c'est plutôt personnel. Le consultant, ça rentre, ça sort, on ne sait jamais quand. Le banquier, on ne peut pas dire que la relation soit géniale. Qui d'autre que vous a ce positionnement auprès? Donc, vous avez un problème de riche. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'il est possible de faire rentrer les gens dans mon magasin, hein, comme pourrait l'espérer ou le souhaiter, je ne sais pas, un boulanger ou un boucher ou autre. Non, la question, c'est comment finalement je peux optimiser cette production. Et donc, on en revient à cette problématique, effectivement, qui est celle des RH. Alors, aux États-Unis, et je continue à suivre ça de près, je trouve intéressant de regarder comment les cabinets ont évolué. Donc, la première marche, ça fait longtemps, ça fait des dizaines d'années, la première des choses qu'on demandait à un cabinet, une AGC, c'était d'être compétente. D'accord? Ok. Donc, on a été formé d'ailleurs, notre cursus est très technique, et on continue d'ailleurs, malheureusement, à être très technique. Non pas que je n'aime pas la technique, mais on oublie quand même la forme, on y reviendra. La deuxième étape, ça a été de dire, une fois que tout le monde est compétent, parce que finalement, on peut affirmer être compétent sans l'être, hein. Moi, quand je vais chez mon garagiste, je n'y connais rien en mécanique. Bon, je pars du postulat qui c'est un bon garagiste, tant que bien évidemment ma voiture roule bien. Le deuxième niveau, ça a été, dans un souci de différenciation, les cabinets qui ont dit, ok, on est compétent, mais on va être également facilitant. Donc on va faciliter la vie de nos adhérents, de nos clients. Alors comment est-ce qu'on facilite la vie? Tout simplement parce qu'on va mettre en place des outils digitaux, comme My Company Files par exemple, qui facilitent leur vie.
On va mettre en place un système de navette pendant le Covid. On va éventuellement déménager, se mettre en périphérie parce que ça devient impossible de circuler dans le centre-ville, on en sait quelque chose à Bordeaux, etc., etc. Donc là, on est sur un cabinet facilitant. Mais tout le monde l'a fait. Donc de nouveau, la question, c'était de savoir, ok, quelle est l'étape suivante? Et alors c'est très intéressant parce qu'il y a une dizaine d'années aux États-Unis est apparue la notion de cabinet valorisant. Et vous pourrez télécharger une chronique que j'avais rédigée, j'en rédige une tous les trimestres, sur Actuel Expert Comptable, et qui justement traite de cette notion de cabinet valorisant. Le cabinet valorisant, c'est deux choses. Ce sont des cabinets qui face justement à la déréglementation. On dit, il nous faut élargir, enrichir l'offre de mission. Nous ne pouvons plus continuer à vendre du traditionnel. Je fais une petite parenthèse. On va voir ce que va donner la facture électronique. Mais si elle se double d'une loi Pacte, type 2018, à la sauce expertise, avec une élévation sensible des seuils de la micro, vous savez que pendant un temps, dans les couloirs du CSO, CNO maintenant, on parlait d'une élévation des seuils à 300, 400, 500 000 euros. Regardez quel pourcentage cela représente de votre clientèle. Donc là, on est exactement dans la configuration que moi j'ai connue aux États-Unis. Alors quand on me dit non, mais ça c'est pas possible, je dis si, je l'ai connu. Alors bon, c'est vrai que l'environnement est un peu différent. Vous avez quand même des paratonnerres, des garde-fous, et franchement, c'est exceptionnel, quoi. Soyez heureux qu'il vous fasse faire, que chaque fois que vous prenez votre code du travail, c'est de la musculation ou du bodybuilding que vous faites, quoi. Mais tant mieux. Hein. N'espérez pas que ça devienne aussi famélique que le code du travail en Suisse, par exemple, qui, je crois, fait à peine une trentaine de pages. Donc, le cabinet valorisant, c'est une offre de mission élargie, plus une excellence relationnelle. Et ça c'est intéressant, parce que c'est un vrai pivotage de cette profession très technique, où on dit, la technique ne suffit pas, il faut également de l'excellence relationnelle. Bon, vous allez me dire, c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau, mais dans cette profession, c'est plutôt nouveau. Non pas que les gens n'avaient pas une excellence relationnelle, mais on commence à s'intéresser, à essayer de formaliser, à optimiser cette expérience relationnelle, et c'est la raison pour laquelle on en arrive aujourd'hui à une quatrième configuration, qui est le cabinet attrayant, où le client est finalement moins prioritaire que le salarié. Donc ce dont on parle aujourd'hui, ce dont on va parler pendant un jour et demi, si vous voulez, ils le connaissent déjà aux États-Unis. Juste pour la petite anecdote, et là je rejoins tout à fait Frédéric, en 2021 aux États-Unis, 38 millions de salariés ont quitté leur job, à peine plus de 50% ont retrouvé un job, les autres sont partis en auto-entrepreneur, etc. Alors même si la configuration est totalement différente, il y a une aspiration à l'autonomie, à une pseudo-liberté, si vous voulez, qui effectivement démontre la chose. Donc pour moi, cette notion de management, cette notion de RH est au centre du cabinet de l'HEC, avec en périphérie, alors j'ai mis 6 axes avec le management, là j'en ai mis un peu plus, je crois que j'en ai mis 9, quelque chose comme ça, 8, 9 avec le management, en périphérie, donc toute cette circularisation qui fait qu'une AGC ou un cabinet sera performant. Je termine avec cette notion d'AGC entreprise, parce que ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister. 2012, 67e congrès de l'ordre d'experts comptables entrepreneurs. J'avais rédigé un livre qui s'appelait Les 25 fondamentaux de la réussite d'une entreprise. Alors j'ai apporté quelques livres, là, je les offrirai à ceux à qui ça fait plaisir, ou à ceux qui viennent aux ateliers. Et donc j'avais repris cette notion de chaise, c'était un tabouret en l'occurrence. Juste pour la petite anecdote, ça a servi de thème au congrès 2012, donc l'expert comptable entrepreneur. Et je ne sais pas pour ceux qui y ont participé, mais on avait traité 4 thèmes. Donc il y avait la stratégie, on était bien sur le pilotage, les RH, on en avait parlé, la production, et puis il y avait également donc l'aspect marketing, et il manquait le pied gestion. Et j'ai dit, et quid du pied gestion? Et on m'avait répondu très noblement, on ne va pas supputer que la fonction gestion, rentabilité, etc., est quelque chose d'atrophié dans les cabinets. Et j'avais dit, c'est dommage parce que j'en connais certains à qui ça aurait été utile. Bon, voilà l'origine de cet expert comptable entrepreneur. Vous voyez, 11 ans après, la réflexion finalement n'est pas la même. C'est pas qu'on a fait du surplace, c'est que finalement tout ça, c'est des réflexions qui reviennent régulièrement. Vous savez, quand les gens disent le GAFAM, les Google, Amazon, etc., jamais on a vu ça. Enfin, en l'espace de 10 ans, Ford à l'époque est passé de 10 à plus de 60% du marché. Vous voyez, donc quand on dit il y a une instabilité monétaire incroyable aujourd'hui, entre 1919 et 1923, le Deutsche Mark est passé de 4,2 $ à 4200 milliards. D'accord? Donc pour $1. Donc, vous savez, quand on parle d'instabilité, il faut toujours faire très attention. On a toujours l'impression de vivre un moment exceptionnel. Je crois surtout que parfois ça glorifie un peu les gens qui le pensent ou qui le disent. Alors, cette fonction management, on va
On va voir, donc, bon, il y a de multiples façons de l'aborder. Encore une fois, ça rejoint notre discussion avec Thierry. Bon, voilà, on va parler d'holacratie, on va parler est-ce que c'est autoritaire, est-ce que ça doit être participatif, etc. Et tout ça, ce sont de bonnes expériences, et je ne les dénigre absolument pas, et on aura tout à l'heure des témoignages extrêmement intéressants sur la chose. Ce que je dis, c'est excessivement difficile, parce qu'encore une fois, on est avec des êtres humains, et ça dépend de la sensibilité, bien évidemment, des présidents élus, des directeurs, des managers, et bien évidemment des salariés. Bien malin celui qui pourra ressortir de cela une recette qui pourrait satisfaire à tout le monde. Bon, ce que je crois, j'appuie peut-être mal, on est, si vous voulez, très souvent, et on en reparlera, sur une structuration qu'on appelle matricielle, avec d'un côté, effectivement, une approche fonctionnelle, où vous allez, comme les pièces du tabouret ou de la chaise, donc énumérer vos fonctions, et puis inversement, donc vous allez faire ça par site, par produit éventuellement, et donc le croisement entre les divisions et les fonctions vont créer ce que l'on appelle du matriciel. Bon, alors après, le niveau de hiérarchie, le nombre de niveaux, etc. Alors je sais qu'on nous bassine actuellement avec la hiérarchie à plat, voilà, donc tout le monde est au même niveau. Je suis curieux de savoir ce que ça donne. Ce que je m'aperçois, c'est que c'est parfois un peu la cour d'école, où le plus puissant finalement est en train de mettre des coups d'épaule à l'autre, où il n'y a pas véritablement de management, il n'y a surtout plus de perspective de montée, parce que le manager, lui, peut être d'accord avec cette analyse-là. La question, c'est que quand il n'y a plus de filtre avec celui qui est en bas, il est normal que celui qui soit en bas se demande comment lui va monter. Donc, bon, bref, chaque système a ses atouts et ses inconvénients. Bon, à chacune, bien évidemment, de les tester et de regarder. Dans ce schéma, je l'ai entouré, n'oublions jamais pourquoi on crée une entreprise, une association, quelle que soit la finalité, capitaliste ou pas. Nous sommes là pour connaître les besoins de nos adhérents, de nos clients, et y répondre de la meilleure façon possible. Et c'est le seul gage de pérennité que nous aurons dans nos activités. Je reviens à la facture électronique. Si demain vous remplacez toute la saisie, toute la collecte, par effectivement une mécanisation, une automatisation, certaine, avec une granularité que nous n'avons pas jusqu'à présent dans la saisie des factures, eh bien effectivement, il va falloir qu'on réfléchisse à ce que l'on pourra vendre par ailleurs pour compenser cette diminution du chiffre d'affaires. Certains cabinets ont déjà tourné, vous avez probablement tourné. La question, c'est très concrètement comment se répartit votre chiffre d'affaires. Pour moi, c'est le meilleur indicateur. Alors, de manière très concrète, je voulais vous donner quelques alors, je regarde là. Alors, manager est un verbe d'action. Alors, très rapidement, je reviens. Alors, tout à l'heure, voilà, il y a quelqu'un, Francis, je crois, qui m'a dit, qui nous a dit, avant de se manager, faut-il encore se manager? Alors, forcément, on ne se connaît pas, mais moi, ça m'a fait plaisir, parce que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Se valoriser ». Et se valoriser, je l'aborde sous 3 angles. Valoriser son travail, en faire prendre conscience à l'autre. Renvoyer à l'autre ce qu'on a envie qu'il nous fasse à nous, c'est-à-dire le valoriser à son tour. Ça, c'est très important dans les cabinets où le comptable, qui ne connaît pas toujours le boulot du social, ne le valorise pas toujours, ou inversement, le juridique, par exemple, ne valorise pas toujours le comptable, etc. Mais la première étape, me semble-t-il, c'est d'abord d'apprendre à se valoriser, d'apprendre à prendre conscience de sa valeur, de la valeur de son travail, parce que lorsque l'on a du mal à apprécier la valeur de son travail, il faut m'expliquer comment on peut ensuite valoriser son travail auprès d'autrui. Voilà. Et donc, ce qui est vrai de la valorisation, c'est vrai pour moi également du management. Et donc, avant de prétendre manager les autres, est-on capable de se manager soi-même? En d'autres termes, ça renvoie bien évidemment à des choses aussi importantes que le devoir d'exemplarité, par exemple. Bon. Deuxième chose, donc on est progressif, c'est une démarche chronologique en 10 points, c'est attirer. Alors, comment est-ce que vous attirez? Là aussi, c'est intéressant, vous avez des pratiques qui commencent, je ne dirais pas à se généraliser, mais tout simplement à voir le jour. Alors, parmi ces pratiques, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait de la communication, on communique, si vous voulez, vers 4 cibles. Il y a d'abord le client, l'adhérent, chez vous. Il va y avoir ensuite une communication orientée prospect, c'est-à-dire un futur adhérent, parce que, tout simplement, il faut conserver le portefeuille, et qu'un portefeuille client, ça vit, ça meurt. Ensuite, troisièmement, vous avez une communication vers des partenaires prescripteurs, vous avez des cabinets qui structurent des actions de communication autour de leurs principaux partenaires prescripteurs. Et quatrièmement, de plus en plus, une communication vers les futurs collaborateurs. Et c'est très amusant parce que vous avez des cabinets aujourd'hui qui continuent à dire « moi, je n'ai pas fondamentalement besoin de com digital, par exemple, pour attirer de nouveaux clients, mais inversement, j'ai besoin de com digital
pour attirer de nouveaux talents, de nouveaux collaborateurs. Donc ça, ce sont les 4 cibles de la communication. Alors, j'ai mis quelques épreuves, là, enfin quelques actions qui me semblent intéressantes parce que je les trouve, elles sortent un peu du lot. Bon, d'abord, de nouveaux profils. Vous avez des cabinets qui disent, de toute façon, comme on n'arrive pas à recruter du comptable, du profil comptable habituel, et comme en plus de ça, on va vers une évolution de l'offre de mission, on va commencer à réfléchir à de nouveaux profils. La cooptation rémunérée. Voilà, vous avez des cabinets qui aujourd'hui rémunèrent très bien leurs collaborateurs, chaque fois que ce collaborateur va chercher donc un nouveau collaborateur, et bien évidemment que ce nouveau collaborateur reste. Pour la marque employeur, le levier comme digital, je viens d'en parler, le Golden Hello. Alors Golden Hello, ça se voit de plus en plus depuis un arrêt de cassation, vous savez, c'est pour ça que je l'ai précisé, du 11 mai 2023, qui donne la possibilité donc de donner une prime qui sera remboursée si la personne ne reste pas suffisamment longtemps, disons selon les termes prévus dans le contrat. Donc ça a été longtemps contesté, et un arrêt de la Cour de cassation donc, du 11 mai a mis tout le monde d'accord. Donc je le revois, le reverse mentoring, bien sûr, on en reparlera, le tutorat, le shadow comex. Donc là aussi, vous avez des cabinets qui attirent du jeune en disant, ben voilà, nous parallèlement à notre conseil d'administration, on est par exemple pas des férus de com digital, et ça nous intéresse de constituer un petit groupe de 2, 3, 4 jeunes là, qui vont nous faire des propositions sur la com digitale, qui vont nous dire si on se plante pas, et à la limite, on tiendra compte ou pas d'ailleurs de leur avis. Mais c'est intéressant parce que ça en motive certains. Le full télétravail, donc le full remote dont on parlait, la semaine des 4 jours, ben voilà, moi je commence à le voir arriver, notamment dans les cabinets, les créations ex nihilo, où effectivement on peut avoir du mal à trouver ces atouts concurrentiels. Et donc la semaine des 4 jours, c'est un véritable atout concurrentiel. Et vous commencez à avoir des structures qui s'alignent dessus. L'intrapreneuriat. Donc je vous confie un projet, on est un peu sur le mode Google 20%, si vous voulez, vous travaillez 5 jours par semaine et on vous donne une demi-journée par semaine pour travailler, pour poursuivre un projet qui va susciter de l'intérêt, bien évidemment en veillant à ce qu'il y ait des garde-fous et que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Alors ensuite, il faut sélectionner donc la bonne personne. C'est bien d'attirer du beau monde, mais faut-il encore sélectionner? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça m'est arrivé récemment. Vous vous dites, j'ai la poisse. Hein, donc j'étais en train de m'asseoir et j'étais le seul écran qui ne marchait pas. Donc bien évidemment, ce que vous voulez, c'est sélectionner, mais vous ne voulez pas sélectionner par défaut. Il y a un vrai processus de sélection. Alors vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, c'est la denrée rare, et donc on n'a personne, donc on prend un peu par défaut. Ma réponse est toujours la même. C'est comme quand les cabinets me disent, moi je ne rencontre pas de prospects. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait en amont pour ne pas rencontrer de prospects? Et là, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait en amont pour ne pas rencontrer de candidats? Je ne dis pas que chez certains cabinets, c'est la corne d'abondance, hein, ils ne savent pas quoi en faire. Je dis simplement qu'encore une fois, il y a quand même plus de candidats dans certaines structures que dans d'autres. Donc la sélection, alors on en arrive à la fameuse fiche de poste. Alors, j'ai voulu la citer, cette fiche de poste, on en reparlera, parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure pour mon ami Henri, là, l'expert comptable, et je lui disais, Henri, tu n'es pas un professionnel, et je lui racontais cette histoire d'un expert comptable qui, lors d'une formation inter, on était sur un atelier à le contrat de travail combien, alors on se serait cru à la criée de Porny, couché Christie's, 40, 50, 60, 80, 120, et à un moment, il y en a un qui dit, ben moi ça me coûte, je facture entre 3 et 4 000 euros un contrat de travail. Donc on lui a donné la parole puisqu'il voulait la prendre, manifestement. Et donc il explique que lorsqu'il fait un contrat de travail, ben, tout simplement, il a besoin d'un certain nombre d'informations, et en plus des informations civiques, il a besoin des informations relatives au contrat de travail, notamment le poste. Et dans une fiche de poste, vous avez 3 éléments qui sont excessivement importants. La fiche de poste, c'est un outil de recrutement et un outil de management. C'est le quoi faire, le comment faire et la mesure de performance de la personne. Est-ce que c'est important? Oui, c'est essentiel. Combien de dirigeants vont vous dire, tiens, là voilà la fiche de poste sur 3 pages fraîchement mise à jour? Aucun. Donc vous avez un vide. Et alors il racontait que pour certains profils de type secrétaire comptable, eh bien, il aidait ses clients à élaborer une fiche de poste, il s'en servait pour le recrutement, il s'en servait également pendant la période d'essai pour diminuer le risque, et il facturait ça 2 mois de salaire. Alors, le dirigeant qui recrute son premier salarié, probablement qu'il va trouver ça trop cher, il ne va pas acheter, mais inversement, le dirigeant qui par le passé a mal recruté, a subi des erreurs, s'est fendu d'un petit chèque de litige prud'homal ou autre, il ne va peut-être pas trouver ça si cher que ça, et c'est un cabinet, je le connais personnellement, qui vend très bien sa fiche de poste. Voilà. Et c'est exactement ce que je disais à Henri. Je disais à Henri, ton client ne te demande pas un service fait à la va-vite gratuit, il te demande un service de qualité professionnelle, à toi de lui préciser tes modalités, et ensuite à lui d'accepter ou non ces modalités. Alors, ensuite, une fois qu'on a sélectionné, il faut motiver. Alors, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre pour motiver, il existe différentes possibilités.
ça fait partie de ces sorties que vous pouvez faire dans les Pyrénées, par exemple. Il y a quelques montagnes, et en plus de ça, il y a des ours, vous voyez. Donc peut-être que Nicolas va tout à l'heure nous faire une offre découverte, je ne sais pas. Alors la motivation, j'aime bien suivre ce petit schéma en haut, hein, qui est un proverbe anglais. Vous pouvez conduire un cheval à l'abreuvoir, mais non le forcer à boire. C'est ça le changement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est changer vous-même. Et inversement, vous ne pouvez qu'encourager le changement de l'autre ou des autres. D'accord ? Bon. Alors, il est loin le temps où finalement les deux facteurs motivationnels étaient le pain sucré et le fouet, qui nous vient de l'amiral Bismarck, fin du 19e, mieux connu par son cuirassé qui a coulé pendant la Seconde Guerre mondiale que par son talent managérial. Néanmoins, nous avons traduit ça par la carotte et le bâton, et cette carotte et le bâton qui a fait des merveilles d'ailleurs, par Frédéric Taylor, par Henry Ford, etc. aux États-Unis, qui a fait des merveilles chaque fois que les emplois étaient finalement à faible valeur ajoutée, mécanisables ou exportables. D'accord ? Bon, les choses ont changé, nous sommes dans un environnement de prestation de services, et donc nous avons en face de nous des gens intelligents, et nous sommes passés de 2 à 7 facteurs motivationnels. Donc, très rapidement, oui, vous avez la rémunération, là aussi c'est pareil. Quand je vois une étude où la rémunération n'est pas citée ou peu citée, je me dis ça c'est une étude qui a été faite par des employeurs. Voilà. Donc oui, il y a la rémunération. Est-ce que c'est le facteur le plus motivant pour tout le monde ? Certainement pas. Et inversement, on sait que ça l'est pour d'autres personnes. Ensuite, vous avez la QVT, la qualité de vie au travail, très compliquée parce qu'on ne gère pas tout, notamment le temps de circulation. À Bordeaux, où ça circule très mal. Vous avez des cabinets qui ouvrent des sites rive droite uniquement pour garder leurs collaborateurs rive droite qui en ont marre donc de passer la rivière et de perdre du temps. Vous avez bien évidemment la considération, non pas simplement la considération du manager ou du directeur, la considération entre pairs, PIRS, c'est-à-dire entre les collaborateurs, et bien évidemment la considération que le client porte au travail réalisé par le collaborateur. On est dans le domaine du management, plutôt du manager. Après, vous avez le développement des compétences. Plus l'environnement est instable, plus les gens veulent développer leurs compétences. Et effectivement, 3 nouveaux facteurs qui sont venus s'ajouter, que sont l'autonomie. Et là, j'attends de voir sur cette notion de télétravail, parce que je connais par exemple un très gros cabinet du nord-ouest de la France qui a lancé donc des recrutements full remote, full télétravail, en disant nous, on s'est débrouillé sur une partie de nos activités à travailler avec des gens qui seront en 100% télétravail. Je suis incapable de vous dire si c'est une excellente idée, si ça marche ou autre. Je sais que pour l'instant ça existe, il y a cette notion d'autonomie, et effectivement, même s'il y a un retour en arrière, je ne pense pas qu'il y aura un retour en arrière total. Voilà, je ne suis pas binaire, je n'aime pas les extrêmes, et je pense que ça sera toujours très nuancé. Et même si certains sont ravis de venir sur le lieu de travail, et il n'y a pas de doute là-dessus, d'autres sont ravis également de disposer d'une ou 2 journées en télétravail par semaine. Bien évidemment, sixièmement, le sens, l'utilité, quelle utilité je donne, et là je trouve que vous avez un atout concurrentiel qui est extrêmement important, et enfin cet équilibre vie pro, vie perso, alors qui est très complexe, parce qu'aujourd'hui avec les moyens Internet, il est excessivement difficile de se déconnecter, donc finalement dans le même temps où les gens veulent cet équilibre, ils ne veulent pas être embêtés, mais eux-mêmes finalement ont développé une addiction qui font qu'ils se restent connectés. Mais effectivement, il y a une revendication très claire sur l'équilibre pro-perso. Ce n'est pas parce que nous avons été formatés laborieux, je parle pour moi, que pour autant les gens ont envie d'être des laborieux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un expert comptable qui était intervenu lors d'une conférence, et je trouvais donc ce mot assez intéressant. Alors vous avez un graphique là, c'est une application sur laquelle on travaille, et je trouve ça intéressant, c'est d'essayer de mesurer ce à quoi votre interlocuteur, votre interlocutrice attache de l'importance. Voilà. Est-ce que toi, tu es intéressé par l'argent, toi par la vie pro, vie perso, toi par ça. La dernière fois, j'avais un expert comptable qui me dit j'ai une collaboratrice incroyable, hein, elle me dit qu'elle veut son samedi matin. Je lui dis alors je lui ai proposé 300 €. C'est pas ce qu'elle t'a demandé. Oui, non, mais attends, j'ai vu le coup venir. Alors je lui ai dit écoutez, je monte à 400 puis c'est terminé. Oui, alors elle est partie. Incroyable. Ah oui, on ne peut pas compter sur les jeunes. Voilà, c'est ça. Alors, une fois que vous allez motiver, il faut bien évidemment intégrer. Donc, intégrer, ça veut dire, c'est tout le principe, si vous voulez, de l'onboarding. Alors, je me suis permis de mettre cette jolie aquarelle, bien évidemment, le World Trade Center. Alors, pour ceux qui étaient nés à l'époque, je crois que nous nous souvenons tous plus ou moins de ce moment. Nous savons où nous étions, ce que nous faisions, à quel moment nous avons appris ça, comment nous avons réagi. Tout simplement parce que les neurologues expliquent que plus le souvenir est chargé émotionnellement, bien évidemment, et plus on s'en souviendra. C'est vrai de tous les grands événements de la vie. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que le recrutement est un moment excessivement important dans les cabinets. Et alors, pour avoir mené plusieurs études sur le sujet, c'est assez intéressant de dire
de demander à des collaborateurs, est-ce que vous vous souvenez de ce moment recrutement? Oui, tout à fait, ça a été un grand moment. J'étais attendu par l'expert comptable, il m'a consacré la matinée. On est même allé à manger ensemble, donc des gens qui étaient là depuis 2-3 ans, et puis inversement, d'autres qui disaient, je suis arrivé à 9h comme convenu, à 11h30, j'attendais toujours. L'expert comptable m'a dit, oui, désolé, j'étais avec un client, je ne pourrais pas manger avec vous, mais c'est pas grave, on remettra ça. Donc, encore une fois, ce que l'on appelle l'onboarding est assez important. Je vous invite à lire ce recueil des pratiques innovantes que j'ai rédigé pour le congrès de Lyon en 2014, où vous avez, à l'époque, il y a 10 ans, des pratiques relativement innovantes d'onboarding. Ensuite, il nous faut organiser le salarié. Donc l'organiser, c'est organiser son plan de travail, c'est organiser tout ça. Donc vous voulez pas ça, hein, vous voulez pas que ça ressemble à ça. Alors je me défie néanmoins toujours inversement, si vous voulez, des organisations qui sont trop strictes et qui peuvent étouffer la créativité. Vous voyez, si je vous montre cette peinture, par exemple, si vous voulez, si je me mets là, je peux trouver ça super, je peux aimer les formes, je peux aimer la complexité, je trouve qu'il y a un véritable relief, vous voyez, puis je peux complètement changer de regard et dire, je sais pas, un enfant de 5 ans l'a peut-être fait, et encore il s'est raté, il devait avoir la fièvre, je sais pas, il avait peut-être attrapé le Covid. Bon bref, voilà, on a chacun notre interprétation de la chose, de l'ordre, de l'organisation, etc. Juste pour la petite histoire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une peinture de Pollock qui s'appelle A17, alors Network A17, quelque chose comme ça, et qui a été vendue pour la modique somme de 200 millions de dollars en 2015. Donc j'espère que vous aimez. Au cas où la fédération vous l'offre, je ne sais pas, c'est peut-être prévu. Alors l'organisation, si vous voulez, pour moi, on en reparlera sur le marketing commercial, c'est exactement la même chose. C'est toujours donc une certaine hiérarchie. C'est ce que l'on met en place. Alors, vous allez me dire, c'est pas simplement sur le marketing, c'est également sur le management, c'est-à-dire à un moment, une direction, un directeur, un manager, avec effectivement des gens qui ont des rôles différents. Donc là, voilà l'organisation d'une fonction commerciale dans un cabinet. Moi, je crois que le changement, si vous voulez, le management, on l'obtient dans l'action, on ne l'obtient pas par des grandes théories. Non pas que le management ne s'apprend pas, mais inversement, je pense qu'il se pratique. Et savoir sans faire n'est pas savoir. Voilà. Donc à un moment, si vous voulez changer les gens, vous pouvez leur expliquer les choses, mais parfois, mettez-les dans l'action, c'est Bruno Jarmonson qui dit cela, mettez-les dans l'action, et c'est dans l'action dont ils découvriront la vertu, les intérêts donc, de ce que vous leur demandez de faire. Et ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est pour ça que je fais toujours du marketing managérial, c'est-à-dire que je trouve intéressant que vos actions ne concernent pas une partie des salariés, mais tous vos salariés. Et je vous expliquerai comment, très concrètement, certains cabinets arrivent à des taux de signature de 2 sur 3, voire 3 sur 4, c'est-à-dire vendre 3 fois sur 4 clients à qui la prestation est proposée, tout simplement parce qu'ils ont optimisé un triptyque qui est la bonne mission à la bonne personne au bon moment, et que c'est justement ces collaborateurs qui sont des formidables détecteurs de besoins. Donc voilà comment ça se passe. Si vous voulez, moi dans un cabinet, quand on me dit nos collaborateurs ne sont pas des vendeurs, je dis mais il n'y a aucune entreprise où tous les salariés sont des vendeurs. Hein. Donc si déjà vous avez 10% de vos collaborateurs qui ont un profil développeur, c'est génial. Vous respectez ce que l'on appelle le SVP. Est-ce qu'ils savent vendre? Pour que j'ai une formation, c'est pas bien compliqué. Est-ce qu'ils veulent vendre? La personne qui vous dit j'aurai la vente, bon, on arrête là. Et est-ce qu'ils peuvent vendre? Et ça, c'est là où le bas blesse. C'est très souvent dans les cabinets, on voudrait que les gens vendent. Par contre, au niveau temps, on leur donne que dalle. Et si on leur donne que dalle, il est normal, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de résultat. Bon, une fois qu'on a ça, à ce moment-là, il faut optimiser les 3 variables, la bonne mission, la bonne personne au bon moment. Et le bon moment, je connais des cabinets où les collaborateurs non vendeurs posent tout simplement des questions. J'étais la semaine dernière à Lyon, donc dans ce cabinet qui surperforme. Et donc, tout simplement, ce cabinet a demandé à certains collaborateurs de demander à certains de leurs clients, ce qu'on appelle une segmentation, de poser 2-3 questions. C'était sur le diagnostic retraite. 1. Avez-vous idée de la date à laquelle vous pourrez partir? Est-ce que vous avez une idée de votre pension? Est-ce que ça vous intéresse? Vous êtes d'accord avec moi que si la personne dit non, aucune idée de la date de départ, aucune idée du montant de ma pension, et oui, ça m'intéresse, c'est ce qu'on appelle un besoin exprimé, et à ce moment-là, l'information remonte vers quelqu'un capable donc de leur parler du diagnostic retraite. Et je vous dis, on est sur un ratio supérieur à 3 quarts, donc on touche les 80%. 8 clients ciblés à qui cette proposition est proposée, 1 250 €, je le précise, hein, il n'y a pas de mission à 100 €, 1 250 €, donc on est sur un taux de signature d'environ 80%. Séquellement, alors après, il faut développer quoi? Développer les compétences. Alors là aussi, on est sur quelque chose d'important, on veut éviter ce genre de situation, vous voyez, je ne sais pas qui lui a expliqué comment scier un arbre
mais à mon avis, il ne va pas faire long feu dans le métier. Alors, le développement, si vous voulez, là aussi, impliquez vos collaborateurs. Je vous fais part de ce que je vois, je trouve ça très intéressant. Faites monter au créneau vos collaborateurs. Par exemple, dans l'organisation de webinaires, j'étais dans un cabinet, alors on est sur Montpellier, qui facture des grands livres auxiliaires. Et je trouve que ça part d'une excellente idée. Il part du principe que la comptabilité est une information de gestion et que tous les clients adhérents ne savent pas précisément tous les mois à qui ils doivent et qui leur doit. Pensez à certains de vos adhérents, certains le savent, d'autres pas. Donc, il propose à ses clients ou ses adhérents de rencontrer le collaborateur une fois par mois, de faire le point sur ses encours clients-fournisseurs, de repartir avec un grand livre, donc après lettrage, et il facture ça 80 € le compte auxiliaire, 150 € les deux. Et je trouve ça très intéressant parce qu'ils ont dupliqué avec une autre application qui s'appelle Secha, et aujourd'hui ils sont capables de fournir au fil de l'eau comme ça des tableaux de bord, et en plus de ça, bon, lorsqu'on a client, fournisseur, banque, saisie, reconnaissez quand même qu'on a 80% du boulot qui est fait. Donc c'est intéressant parce que ce sont les collaborateurs qui aujourd'hui proposent en quinconce, social, gestion, comptabilité, fiscalité, etc., des webinaires d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et donc ils prennent l'habitude de prendre la parole, d'expliquer ce qu'ils font et de répondre évidemment aux questions de leurs clients. Et là aussi, c'est vrai que ces aspects webinaires sont excessivement intéressants. Je me dépêche. Adaptation. Alors, adaptation, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper l'avenir, parce qu'aujourd'hui, je peux vendre du grand livre auxiliaire client-fournisseur. Est-ce que demain, je pourrais le faire? Rien n'est moins sûr. Peut-être que je vendrai autre chose, bien évidemment. Et donc, vous avez des situations où, effectivement, il faut s'adapter, et si possible, ne pas s'adapter dans l'urgence, c'est-à-dire quand le mal est fait. Alors, je rejoins là un petit peu de ChatGPT. J'ai écrit là aussi une chronique sur Actuel Expert Comptable que je pourrais vous donner. Moi, je vais vous dire, les gens qui disent la comptabilité va disparaître avec l'intelligence artificielle ne connaissent pas la comptabilité. Voilà. Je dis simplement que l'intelligence artificielle soit nous rend plus intelligents, soit plus idiots. C'est totalement différent. Et donc, je voudrais vous montrer deux choses. Et là, on est sur le sens, l'utilité. Le premier, donc, cette vilaine photo, c'est un mélanome, cancer de la peau. Institut Bergonié, Bordeaux, spécialisé dans la cancérologie, notamment des mélanomes des enfants, 1 500 000 IRM. Ils ont fait une expérience, ils ont pris 300 IRM, ils les ont confiés à un collège de dermatologues experts, et ils leur ont dit, identifiez-nous les faux positifs. Ils ont fait la même chose avec une machine. Deux résultats remarquables. Premièrement, les médecins se sont trompés dans 13% des cas lorsque la machine s'est trompée dans 5% des cas. Deuxièmement, les dermatologues experts ont mis 5 jours pour trouver un consensus parce que la machine a fait 5 minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait suivre ça d'une enquête auprès des parents. Première question, à la vue de ces résultats où la machine se trompe moins, par qui voulez-vous que l'analyse soit faite? Première réponse, à 90% par la machine. Deuxième question, par qui voulez-vous que le résultat soit annoncé? À plus de 90% par l'humain. Et c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire qu'en réalité, l'intelligence artificielle, la technologie, le digital, etc., nous donnera de toujours meilleures informations que celles que nous-mêmes nous pourrions créer, et inversement, l'humain en face de nous aura besoin de notre nuance, de notre empathie, de notre assertivité pour lui communiquer ces informations. Et il est là le véritable enjeu. Le véritable enjeu, il est de faire prendre conscience aux collaborateurs de leur utilité et de leur capacité à... Je n'ai plus le rappel. Bon, je me dépêche alors. Juste, je reviens en arrière parce que je voulais vous le montrer. Bon, allez, je vais continuer là-dessus. Alors, épanouir. Bon, bien sûr, on veut des salariés qui soient heureux, qui soient bien, qui prennent la vie par le bon sens, vous voyez, qui savent accepter comme ce frère, là, Bob, hein, mais il garde le sourire, vous voyez, même s'il il pourrait avoir quelques rancœurs vis-à-vis de son frère. Bon, peut-être que son frère va lui en donner un peu, je ne sais pas. Lui, il n'est pas prêt d'acheter le Pollock de tout à l'heure. Hein. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on épanouit les gens? Alors, là aussi, deux choses. Moi, j'avais un oncle qui était chirurgien ophtalmo. Il opérait des yeux, et quand je lui disais, adolescent provocateur dans l'âme, c'est quoi ton utilité? Et il me disait, oh, je sauve la vue des gens. Alors là, il y avait une auréole qui se dessinait derrière sa tête, quoi. Et normal, il me renvoyait l'ascenseur. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ta comptabilité? Je dis, laisse-moi réfléchir, je vais revenir vers toi. J'adorerais lui dire aujourd'hui, tu sauves la vue des gens, les cabinets, les AGC sauvent la vie d'entreprise. Et je le pense sincèrement. Vous pouvez aider un adhérent
à pérenniser son entreprise et à la développer. Et derrière, vous avez des familles, vous avez des foyers, etc. Donc l'utilité sociale est évidente. Et je pense que je suis très sensible à ce côté centre, parce que le deuxième exemple, c'est un petit Lucas, c'est un leveur de fonds. Je me suis occupé d'une association qui levait des fonds pour du matériel informatique de connexion Internet pour les enfants malades des 14 CHU de Bordeaux. Et donc, je m'occupais des leveurs de fonds, et un jour, je vois ce petit Lucas arriver, et très timide, qui m'explique qu'il travaille dans les ordinateurs, qu'il les répare, qu'il adore les réparer, mais inversement, qu'il a horreur de parler argent. Alors, ça ne me rassurait pas, quoi, un leveur de fonds qui a horreur de parler argent. Alors je lui ai dit, écoute Lucas, je ne voudrais pas que tu nous fermes trop de portes, quoi. Non, mais fais-moi confiance, etc. Bon, je vous le fais bref, en 6 mois, c'était sur 11 leveurs de fonds, mon deuxième leveur de fonds. Alors je n'avais pas attendu les 6 mois pour lui demander comment il était capable de faire ce tour de prestidigitation. Et il m'a dit, quand on me demande de vendre une imprimante ou un truc comme ça, je n'y vois aucun sens. Donc c'est la contrainte. Par contre, j'ai un petit frère qui est dans un hôpital, très malade, et donc je donne du sens à aller lever des fonds pour lui, je suis capable de soulever des montagnes. Je vous dis ça parce que vous avez des cabinets, je trouve ça très intéressant, qui dans leur management font parler leurs salariés, expliquent aux salariés, demandent aux salariés de leur expliquer quelle est leur utilité. Quelle est l'utilité de votre boulot? Et vous vous apercevrez, si vous posez cette simple question, que vous avez des gens qui ont du mal à vous répondre. Et s'ils ont du mal à vous répondre, ben c'est compliqué par la suite de convaincre un client ou un adhérent de la pertinence de son travail. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un formidable levier. Allez, dernier... J'ai passé un petit peu trop long. Allez, un jour il faut quitter. Hein. Donc c'est comme ça fait partie de la vie. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais salariés, il n'y a que des bons salariés au mauvais endroit. Bon, c'est pas la fin du monde non plus, si bien évidemment vous l'avez anticipé. Alors j'ai rédigé pour le CFPC un support, j'en ai rédigé une dizaine, et notamment la gestion des situations délicates. Et à un moment, comment on gère le changement de collaborateur. Le changement de collaborateur, c'est important. Et là, je pense surtout au nouveau collaborateur, ou plutôt celui qui remplace le partant. Et je trouve que dans les cabinets, ça n'est pas toujours pris à la bonne mesure. Mettez-vous à la place d'un collaborateur, c'est pas toujours très, très facile de passer derrière un collaborateur partant, surtout s'il a de bonnes relations avec ses clients, surtout s'il y a un Attila, bon, on joue un petit peu Attila en partant. Et donc, montez au créneau, manager, expert comptable, et accompagnez vos collaborateurs donc, dans ce moment un peu difficile. J'en profite pour revenir sur la segmentation. Je ne comprends pas pourquoi on ne segmente pas son portefeuille client. Faites des segmentations simples, vous aurez un modèle que vous pourrez télécharger. A, B, C, les A, c'est les adhérents que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Les B, c'est ce que l'on appelle le cash cows, les vaches à lait, c'est pas moi, c'est le Boston Consulting Group. C'est l'alimentaire de l'AGC, du cabinet, 70-75% des alimentaires. Les clients prioritaires, c'est les 10-15%. Et puis après, vous avez les C. Alors les C, c'est les gens à recadrer. Il y a une incohérence culturelle dans les structures où d'un côté, on manque de temps, c'est une évidence, et de l'autre, on se laisse complètement terrorisé par des gens qui sont tous sauf importants. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire appuyons sur la tête de quelqu'un qui se noie. Ce n'est pas du tout le problème. Je dis qu'à certains moments, il y a des gens qui ne méritent pas toute l'importance qu'on leur donne. On n'est pas fait pour travailler avec tout le monde. Et si vous pensez le contraire, demandez à vos collaborateurs s'ils ne souffrent pas de travailler avec certains clients. Et vous avez certains clients ou adhérents qui sont tout sauf considérants et qui vont avoir un double effet négatif. Non seulement ce seront des détracteurs de votre AGC, mais en plus de ça, ils vont peser sur le moral des troupes, ce dont vous n'avez évidemment pas besoin. Voilà. Donc, dernier schéma de sociodynamique. Vous savez, les clients, c'est comme les salariés. Vous n'aurez jamais un profil unique. Ça date des années 70. Ça fait suite aux années 68. En fait, quand vous avez grosso modo 3 profils de collaborateurs, comme 3 profils de clients, mais surtout de collaborateurs. Vous avez les alliés, ceux sur lesquels vous pouvez compter. Quoi que vous disiez, même des bêtises, ils le suivent. Inversement, vous avez quand même tous les antagonistes. Quoi que vous disiez, quoi que vous proposiez, de toute façon, ça n'ira pas. On le voit bien dans le monde politique. Et puis vous avez cette frange commune qui sont les indécis. Et les indécis, faites attention à une chose, c'est à ce qu'ils ne basculent pas du mauvais côté. Vous voyez, du côté des antagonistes. Donc en management, il y a quelques règles qui prévalent de la sociodynamique. Et parmi ces règles, c'est ne donnez pas trop d'importance aux râleurs, attention à bien conserver vos alliés et surveillez vos indécis pour qu'ils basculent du bon côté. Voilà ce que je voulais vous dire en termes donc de management. Je terminerai juste par cette métaphore du lampadaire que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez, ce lampadaire en pleine nuit donc, éclaire une partie donc, de la place. Et donc vous avez quelqu'un là qui fait les 100 pas dessous, qui vient, qui revient, etc. Donc vous avez un
un individu qui passe par là et qui lui dit qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu quelque chose? Oui, oui, j'ai perdu mes clés. Ah, d'accord. Et qui vous dit que vous les avez perdues là? Ah, mais je ne sais pas, mais là au moins c'est éclairé. Et donc ma recommandation, si vous voulez, c'est qu'en management, il est probable que les clés de la réussite se trouvent en dehors de cette zone éclairée. Merci.